Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire des rencontres Un toit pour tous. On a 5 petites minutes de retard sur le planning. Merci de nous en excuser. Vous avez à l'écran les règles habituelles pour que tout le monde puisse bien suivre ce webinaire. On est en format webinaire. C'est normal que vos micros soient coupés. À tout moment, vous pourrez lever la main en allant sur les icônes qui sont en haut de votre écran pour éventuellement poser une question. À ce moment-là, on activera votre micro en temps voulu ou vous pouvez poser vos questions, vos remarques par écrit en cliquant sur le petit icône Q et R, questions et réponses, qui est aussi en haut de votre écran. Et on prendra les questions et les réactions au fur et à mesure. On est ensemble jusqu'à 9h30 pour discuter de notre sujet d'encadrement des loyers. Donc, ce webinaire se place dans le cadre des rencontres Un toit pour tous, 6e édition. C'est des rencontres que l'association organise avec un grand nombre de partenaires. Là, vous voyez tous les logos qui sont affichés en bas de l'écran et qui visent à sensibiliser l'opinion publique, interpeller les pouvoirs publics sur la question du mal logement. Cette année, on centre nos rencontres sur la thématique des municipales avec l'objectif que le logement soit un sujet d'ampleur des campagnes municipales de début 2026. Dans notre cycle des rencontres, il y a 4 temps. On est dans le deuxième. Donc, il y a 3 webinaires d'1 heure sur 3 jeudis matins. Le premier webinaire a eu lieu la semaine dernière sur les intérêts de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, la maîtrise d'ouvrage directe par les bailleurs sociaux pour produire du logement social. Le webinaire est d'ores et déjà en streaming. Vous pouvez regarder le webinaire qui a été notamment alimenté par les bailleurs sociaux de l'Isère avec de nombreux exemples d'opérations qui ont pu être construites sur le territoire en lien avec les collectivités locales notamment. Le deuxième webinaire, c'est celui du jour sur l'encadrement des loyers. Vous avez un troisième webinaire la semaine prochaine. Vous pouvez encore vous inscrire sur la question de l'hébergement et comment les collectivités territoriales peuvent-elles lutter contre le sans-abrisme, notamment en s'engageant sur la question de l'hébergement. Ça, c'est jeudi Attends, prochain. Arthur, juste, je te coupe 2 secondes. On a une alerte dans le chat qui nous dit que le micro marche mal. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une personne en particulier. Est-ce que Moi, je vous d'autres entends peuvent très bien. nous... Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous faire signe si jamais ça ne fonctionne pas? Ok, non, bah, c'est bon, ça doit être... Donc, Françoise, je pense que tu peux régler tes paramètres. Bon, Désolée de je vous avoir continue coupé. et vous m'interpellez. Non, je t'en prie. Donc, jeudi prochain, 8h30, je dirais même heure, même endroit pour le prochain webinaire avec le témoignage notamment de la ville de Rennes et nos collègues de la Fédération des acteurs de la solidarité qui seront aux commandes de ce webinaire. Et enfin, notre temps fort, le 27 novembre matin à l'IEP de Grenoble, dans le Grand Amphi. On aura toute une matinée sur le sujet, avec notamment le témoignage de Manuel Domergue de la Fondation pour le logement des défavorisés, la présence d'élus grenoblois, du président de la métropole et de tout un tas d'intervenants qui pourront alimenter nos débats et discuter autour notamment de certaines propositions pour le logement en vue des municipales 2026. N'hésitez pas à vous inscrire, tout est sur le site d'Un toit pour tous. Il reste encore quelques places pour la matinée du 27, mais l'amphithéâtre se remplit vite, donc agissez. Aujourd'hui, on est sur une thématique assez d'actualité, assez clivante en général. On parle d'encadrement des loyers, qu'est-ce que ça produit, dans l'intérêt des locataires. On nous parle parfois en face de la question de la problématique des propriétaires qui ne vont plus investir si on encadre trop les loyers et qu'on nuit à la rentabilité des biens. Voilà, l'enjeu du jour, c'est de discuter un petit peu de qu'est-ce que propose la loi dans le cadre de l'encadrement des loyers, où est-ce qu'on en est en France et qu'est-ce que ça produit. Alors, on va vous présenter d'abord un petit peu le cadre global et vous donner un petit peu l'état des lieux de la situation à Grenoble, puisque Grenoble est récemment lancé dans l'expérimentation. Et puis, on passera rapidement ensuite la parole à Barbara Gomez. On a la chance de pouvoir compter sur la présence de la conseillère déléguée auprès de l'adjoint à la mairie de Paris chargée du logement, qui s'occupe particulièrement de l'encadrement des loyers et qui pourra nous apporter des retours d'expérience, témoignages, conseils autour de l'expérience de Paris, qui est la plus vieille en place en France, puisque Paris expérimente l'encadrement des loyers depuis 2019. Donc, nous aurons un temps de témoignage de Barbara Gomez et qui sera suivi d'un temps en fin de parcours pour prendre vos remarques, réactions. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à les mettre au fur et à mesure dans le chat ou à lever la main. On va voir comment on rend ça le plus interactif possible selon vos réactions. Donc, je vais d'abord vous faire un petit rappel, une dizaine de minutes, sur le cadre de ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Et puis, je passerai la parole à Barbara.
Donc, l'encadrement des loyers, il a été prévu par différentes lois. Il avait même été initié en 2014 avant d'être annulé pour différents motifs. Et il est réapparu en 2018 dans le cadre de la loi Elan, qui a créé une expérimentation d'encadrement des loyers qui peuvent être mis en place dans les zones tendues pour une durée de 5 ans. On va revenir sur la notion de zone tendue. En 2022, la loi 3DS, donc une nouvelle loi notamment pleine de directives sur le logement, a prolongé la durée de l'expérimentation pour 3 ans jusqu'à 2026, avec une réouverture des candidatures en novembre 2022, ce qui a permis de faire rentrer d'autres villes dans le dispositif. On est bien sur un dispositif sur la base du volontariat qui est mis en place à titre expérimental par les collectivités qui se manifestent et qui doivent nécessairement remplir un certain nombre de critères, notamment pour entrer dans ce qu'on appelle les zones tendues. Avant d'aller dans le détail de comment ça fonctionne, l'enjeu, c'est de bien se pencher sur les objectifs. C'est quoi les objectifs recherchés dans la loi et l'esprit de la loi? C'est de s'assurer que dans les territoires où le marché immobilier est particulièrement tendu, que l'évolution des loyers reste suffisamment raisonnable pour permettre aux personnes et aux familles qui travaillent sur le territoire de se loger. Donc attention, on peut avoir tendance des fois à confondre avec un autre mécanisme qui existe depuis 2012, également dans les zones tendues, et qui prévoit que l'évolution des loyers annuels ne peut pas dépasser un certain indice. Il est notamment basé sur l'indice de révision des loyers, qui lui-même se base sur l'inflation. Donc ça veut dire que chaque propriétaire, tous les ans, peut réviser son loyer dans ces zones tendues, mais en ne dépassant pas un certain plafond d'augmentation. Alors que l'expérimentation dont on parle d'encadrement des loyers ne se base pas sur la question de l'évolution, mais elle regarde le loyer à un instant T et vérifie que ce loyer est cohérent avec une moyenne constatée sur le territoire et vient interdire quelque part de louer au-delà de cette moyenne. Donc c'est un dispositif complémentaire qui a été mis en place. Donc attention à ne pas confondre les deux notions. Donc les 4 critères pour être je vais rester juste sur la diapo Marie, les 4 critères qui avaient été donnés par la loi Elan pour définir les zones tendues. Alors je crois qu'il fallait être dans une agglo ou un ensemble urbain de plus de 50 000 habitants, avec un écart important constaté entre les niveaux de loyer dans le parc locatif privé et le montant moyen pratiqué dans le parc social. Donc ça peut permettre de voir un décalage entre les deux. Un niveau de loyer médian élevé, un taux de logement commencé rapporté au taux de logement existant sur les 5 dernières années faible, c'est-à-dire une production de logement qui vient très peu alimenter le renouvellement du parc existant ou l'augmenter, et puis des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans les différents programmes locaux de l'habitat. Donc en gros, là où on voit qu'il y a une différence importante entre les demandeurs de logements, notamment sociaux ou à bas coût, et les logements de bon marché qui peuvent exister sur le territoire ou qui vont exister prochainement. Et dans ce cas-là, on rentre, on va dire, dans l'esprit de la loi sur les critères de zones tendues. Le but de la loi, il est donc de s'appliquer et d'encadrer les loyers pour que ceux-ci restent raisonnables et accessibles sur un territoire donné. Donc on va évidemment après s'interroger sur les résultats qu'on peut constater au regard de ces objectifs. Concrètement en France, on en est où? Il y a 70 communes qui sont concernées, donc on s'est beaucoup basé dans notre présentation sur notamment le 5e baromètre sur l'encadrement des loyers qu'a publié la Fondation pour le logement des défavorisés. Il faut un baromètre chaque année pour essayer de mesurer les différents résultats constatés sur les communes engagées. Donc il y a un certain nombre de matières que j'utilise aujourd'hui, qui est directement issue de ce baromètre et que je vous invite à aller consulter, notamment la carte que vous trouvez là. 70 communes concernées en 2025 dans différents ensembles urbains. Vous les voyez affichés à l'écran. La dernière en date à être entrée dans l'expérimentation étant la zone de Grenoble-Alpes Métropole, au sein de laquelle 21 communes sont engagées. À chaque fois que vous voyez un point, ça peut être plusieurs communes engagées, et dans les communes, ça peut être des communes entières, on va le voir sur Grenoble, ou des bouts de communes. Donc 70 communes engagées. Concrètement, comment ça marche? Ça s'applique aux résidences principales du parc privé, ça ne s'applique pas au logement social, aux locations saisonnières. Et on va avoir, vous voyez en bas, en bleu foncé, un encadrement des loyers, puisqu'on calcule un loyer de référence qui est fixé annuellement par un arrêté préfectoral. Alors tout ça se base sur un observatoire local des loyers qui doit être défini. Cet observatoire local des loyers définit des données, produit des données sur les loyers médians constatés et les loyers constatés sur le territoire, et à partir de là, va définir, et le préfet va les retenir dans l'arrêté préfectoral, un loyer de référence
qui se base bien sur la moyenne et la médiane constatée sur les zones de référence pendant la période écoulée, en prenant soin de distinguer des années de construction, des typologies de logement par taille de logement, etc. Et à partir de ça, va définir un loyer de référence majoré de plus 20%, un loyer de référence minoré de moins 30%. Et ça va être sur les zones qui sont balisées par l'encadrement des loyers, ça va être des données que les propriétaires vont devoir respecter dans les loyers qu'ils fixent. Mais attention, la loi prévoit que chaque propriétaire peut ajouter un complément de loyer, c'est-à-dire au-delà de ce loyer plafonné, encore une fois, il ne sort pas de nulle part, il est plafonné sur la base des loyers médians constatés sur une zone. Donc, quand on part sur une zone où les loyers sont déjà élevés, ça ne va pas du jour au lendemain plafonner les loyers à des niveaux extrêmement bas. Donc, si on plafonne les loyers, par exemple, sur la ville de Mélan, dans notre agglomération, les loyers sont relativement élevés. On voit bien que ce n'est pas ça qui, d'un coup, va produire des logements pour les personnes les plus modestes du territoire. Par contre, on voit bien que ça va potentiellement freiner ou éviter les écarts à la médiane importants sur les niveaux de loyer pratiqués à Mélan pour des biens de même type. Donc ça va nous donner aussi des premiers éléments de compréhension sur ce que produit la loi et son application et ce qu'elle ne produit pas. Et donc cette notion de complément de loyer fait que sur la base de caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes par rapport au logement équivalent du secteur, un propriétaire peut rajouter des compléments de loyer. Luminosité, accès au transport en commun, on pourrait imaginer des tas de choses, mais encore faut-il que ce soit déterminant par rapport au logement équivalent du secteur. Et c'est là où je crois que Barbara Gomez nous donnera quelques exemples à Paris, où on voit bien qu'on peut avoir beaucoup de choses qui sont mises dans ces compléments de loyer et qui sont souvent évidemment une manière potentiellement de contourner le plafonnement qui est à respecter et contrôler sur la partie bleue, qui est la partie principale du loyer. Voilà, la notion aussi que j'introduis là, c'est la question de comment ça fonctionne. Quelqu'un qui constaterait que son loyer est supérieur à un plafond qui est défini sur un territoire, en l'occurrence la ville de Mélan, je prends cet exemple-là qui est dans notre agglomération, il va pouvoir s'adresser, contester, on va dire, la pratique de son loyer. Et pour ça, il va s'adresser à une commission départementale de conciliation, qui est une commission pilotée par l'État. Donc chez nous, à Grenoble, en Isère, quand vous regardez commission départementale de conciliation, vous tombez sur le site de la direction départementale de l'emploi, des territoires et de la solidarité qui assure le secrétariat de cette commission avec une adresse à laquelle vous pouvez adresser votre demande de conciliation pour demander une diminution de loyer, voire contester un supplément de loyer. Et puis, à défaut de conciliation ou de réussite de cette conciliation, le locataire peut intenter une action en justice auprès du juge des contentieux pour aller demander à nouveau la demande de diminuer le loyer au niveau légal, voire de demander de restitution des sommes trop perçues depuis le début du bail. Mais à chaque fois, on le voit, là je l'introduis, on ne va pas s'attarder dessus, il y a des délais maximum pour contester. Et notamment, un des points les plus litigieux dans l'application, c'est la question du surloyer, du supplément de loyer, pardon. Et vous voyez bien qu'on a un délai de 3 mois après la signature du bail pour contester ce supplément de loyer. À défaut, c'est trop tard. Donc ça peut être une des problématiques que vont rencontrer un certain nombre de locataires qui, dans les 3 premiers mois, de leur bail, vont pas forcément s'occuper de cette affaire. Et après, ce sera trop tard pour contester cette partie-là. Ça veut dire qu'un propriétaire qui aurait mis des suppléments de loyer de manière un peu indue ou contestable, si on ne l'a pas contesté dans les 3 mois, c'est trop tard pour le contester. On verra que c'est potentiellement un axe d'amélioration pour les prochains temps. Donc ça, c'est le mécanisme général qui s'applique dans toutes les zones, c'est-à-dire un loyer médian, des plafonds à respecter, des délais et une commission départementale de conciliation ou un juge des contentieux qu'on peut saisir et qui peuvent s'appuyer sur l'arrêté préfectoral annuel pour demander un ajustement de leur loyer à leurs propriétaires. Concrètement, à Grenoble, vous avez une carte, c'est mis en œuvre depuis le 20 janvier 2025. Vous avez 21 communes qui sont concernées, 13 communes entières. Je ne vais pas toutes vous les lire, elles sont à l'écran, et 8 communes qui sont concernées partiellement, c'est-à-dire pour les bouts de leur territoire. Donc là, la carte, vous le voyez, si vous reconnaissez un petit peu notre agglomération avec cet ours qui danse, vous avez différentes zones concernées et vous voyez bien qu'il y a des communes qui sont partiellement concernées, comme la ville de Grenoble, la ville d'Échirolles, etc. Et d'autres qui sont entièrement concernées,
comme Clé, Domaine, JR, Mélan, etc. Tout est disponible sur le site de la métropole, qui est assez clair, qui renvoie même vers l'arrêté préfectoral qui est entièrement disponible et qui vous détaille, même commune par commune, la cartographie et les plafonds de loyer. Vous avez en bas là, de l'écran un simulateur en ligne. Alors, je ne sais pas si Marie peut basculer dessus, mais sur le site de la métro, vous pouvez taper votre adresse. Hein, vous tapez sur le site de la métropole de Grenoble, vous tapez encadrement des loyers, vous tombez assez vite sur la page. Vous tapez votre adresse dans le cadre qui s'affiche et ça vous dit immédiatement, par exemple, si vous mettez 1 place Verdun à Grenoble, c'est une place de la préfecture, ça va vous confirmer que vous êtes dans la zone concernée et on va vous demander des caractéristiques de votre logement, de votre loyer, vos mètres carrés pour vous dire à la fin si oui ou non votre loyer semble en dehors des clous et à ce moment-là, ça vous permet de vous renseigner plus en détail. Donc le simulateur permet à tout le monde de vérifier rapidement une annonce ou son propre logement pour voir si elle est dans les clous. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Les premiers résultats, alors vous voyez bien qu'à Grenoble, on est sur une expérimentation qui est toute récente, janvier 2025. Donc les premiers résultats sont encore assez peu étayés. Je vais y venir dessus. Je veux bien que tu rebascules, Marie, sur la présentation. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais que ça met un petit peu de temps. Donc sur le territoire de Grenoble, la métropole, en tout cas sur son site, estime que 20 à 30% des loyers pratiqués dans le parc privé pourraient dépasser le plafond. Ce serait encore avec prudence et à vérifier. Et le 5e baromètre de la Fondation Abbé Pierre, qui fait une analyse zone par zone chaque année de l'état de la situation, lui indique que sur les annonces qu'il a pu mouliner sur Grenoble, qui sont en très faible volume pour l'instant par rapport à d'autres sites, du fait de la récente expérimentation, on dit que 45% des annonces qui ont été moulinées et analysées dépassent de ce plafond, avec un dépassement moyen de 163 € par mois constaté en 2025. Alors attention, encore une fois, sur Grenoble, on se base pour l'instant que sur 400 annonces qui ont été analysées. D'ailleurs, si vous voyez le schéma suivant, toujours pareil, issu du baromètre de la Fondation Abbé Pierre, ça vous donne par année et par commune ou groupe de communes le nombre d'annonces qui ont été analysées et qui permettent d'arriver au résultat du baromètre. Donc forcément, quand vous êtes sur 7 ou 8 000 annonces annuelles à Paris, plus de 1000 sur les autres territoires, et sur plusieurs années de suite, contre 400 annonces sur la première période à Grenoble, ça demande pour l'instant d'être un petit peu prudent. Vous avez après tout un tas de diagrammes qui sont disponibles encore une fois dans le baromètre de la Fondation Abbé Pierre et qui vous donnent par zone et par année. Là, ça va de gauche à droite à chaque fois, typiquement tout à gauche chez Montpellier. On commence en 2022 pour le carré, le rectangle marron et on finit en 2025 pour le rectangle noir et ça vous donne le pourcentage des annonces parmi celles qui ont été analysées qui sont au-dessus des clous chaque année. Donc on voit que Montpellier, il y a un fléchissement très fort du nombre d'annonces qui dépassent. On voit à d'autres endroits où on a un phénomène inverse ou d'autres endroits où ça se stabilise. Et vous voyez bien que Grenoble et le Pays Basque, qui sont les expérimentations qui ont débuté en 2025, pour l'instant n'ont pas d'historique. Elles ont juste des premières données à consolider qui sont issues de 2025. Donc ça vous donne des données en pourcentage. Et après, vous avez des mêmes diagrammes qui vous donnent des données en moyenne de dépassement par mois. Je vous indiquais tout à l'heure pour Grenoble, 163 € en moyenne de dépassement de loyer par rapport au plafond normalement autorisé par l'expérimentation qui ont été constatés sur les 400 et quelques annonces analysées. Donc ça, c'est potentiellement des montants qui pourraient être remboursés au locataire s'il va jusqu'au bout de l'action en justice auprès de son propriétaire pour récupérer des sommes indues. Donc on voit bien qu'on parle potentiellement de sommes qui sont relativement importantes dans la question de la solvabilisation du ménage et de ramener son taux d'effort dans le logement à des proportions, on va dire, raisonnables au regard de son loyer. On n'est pas rentré ici sur l'historique de l'évolution du taux d'effort du logement des ménages, enfin de la part du logement dans le taux d'effort des ménages et des charges fixes depuis un certain nombre d'années. Mais grosso modo, la problématique sur ces zones tendues, c'est que pour les ménages, y compris de classe moyenne, c'est de plus en plus difficile de trouver des logements à tarifs abordables et raisonnables au regard de leur budget dans ces zones tendues. Voilà. Et puis, on en est où aujourd'hui? Je vous l'ai bien dit au démarrage, on est sur une expérimentation qui a été prolongée jusqu'à 2026, c'est-à-dire qu'en l'état actuel de la loi, en 2026, tout s'arrête. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler beaucoup autour de
de vous de débat pour savoir s'il fallait prolonger, pas prolonger. Donc, un rapport parlementaire a été réalisé et sorti en septembre 2025, présenté par 2 députés, et qui, en gros, recommande la pérennisation du dispositif. C'est un des aspects positifs du rapport, avec un certain nombre d'améliorations, dont certaines pourraient être jugées aller dans le bon sens, d'autres peut-être un petit peu dénaturer ce dispositif. C'est des choses dont on reparlera potentiellement dans vos réactions ou les interventions de Barbara. Donc, normalement, suite à ce rapport, on s'attend à ce que soit déposée une proposition de loi sur la base de leurs observations et préconisations. Et on espère que puisse à minima déjà être prolongé, voire étendu, ce dispositif d'encadrement des loyers. On vous a indiqué, c'est le dernier lien qui est là, donc vous allez sur le site de pétition change.org, et vous tapez Sauver l'encadrement des loyers, et vous arrivez sur une pétition initiée notamment par la Fondation pour le logement des défavorisés, mais de tout un tas d'autres fédérations ou communes qui se sont engagées et qui ouvre cette pétition. Il y a plus de 35 000 signataires, je crois, aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller la signer, à la relayer, pour qu'elle puisse avoir un maximum de poids dans les débats parlementaires qui arrivent prochainement. Le but étant de sauver ce dispositif d'encadrement des loyers auquel on a tendance à croire à une certaine efficacité, en tout cas au sein d'un toit pour tous. Je vais tout de suite passer la parole à Barbara Gomez pour qu'elle puisse nous revenir un petit peu sur l'exemple de Paris. Quels sont les principaux résultats? Quelle lecture la commune de Paris en tire? Quels conseils peut-être elle peut nous donner à d'autres collectivités qui voudraient se lancer? Comment éviter peut-être certaines erreurs, aller plus vite, anticiper des choses? Et puis la dernière question qu'on lui a demandé un petit peu d'explorer, c'est quels sont les outils complémentaires qui sont cohérents, voire qu'il est nécessaire de mettre en place en même temps que l'encadrement des loyers, parce que peut-être que ça induit un certain nombre de sujets. Donc, c'est un petit peu les trois questions qu'on lui a demandé d'explorer en 20-25 minutes pour après pouvoir vous faire réagir. Et Merci bien, beaucoup. Barbara, c'est à vous. Je vais voir si je peux partager éventuellement le support que du coup on a fait après notre échange. Je regarde un petit peu. Action. J'ai traduire les dispositifs, mais je suis pas sûre que je puisse Sinon, je peux essayer de partager. vous le mettre, Barbara, si vous voulez. Je vais essayer Bah, de le partager. vous l'avez déjà ou je vous l'envoie? Oui, je l'ai. Ah bah parfait, je veux bien, oui, merci beaucoup. Et Ah bah parfait, normalement, vous merci. devriez le voir. Ouais. C'est génial. Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie déjà d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. C'est bien d'avoir ce cadre-là pour faire connaissance, même si c'est virtuellement, et pour parler d'un sujet qui effectivement, me semble-t-il, d'intérêt général, puisque avec en cette période de crise du logement, je pense qu'il est plus que nécessaire qu'on déploie tous les dispositifs possibles pour essayer de permettre aux gens de continuer à habiter dans leur ville et l'encadrement des loyers en fait partie. Est-ce que c'est possible juste de me laisser la petite vignette à côté, comme ça je peux éventuellement vous dire de les zapper ou... Parce que je sais pas si j'étais très Alors, claire. j'essaie. Non, Le pas petit très sommaire clair. à côté? Non, c'est pas possible. Pas grave. Je crois pas que j'ai la main là-dessus. Bah, c'est pas grave, parce qu'il était là tout à l'heure et puis il a disparu, mais ça doit être au moment du diaporama. Dans ce cas-là, je vous dirais d'avancer, tout simplement. Bah, je veux bien, voilà, prochaine dispositif. Voilà, merci. Ah, bah voilà, c'est parfait. Comme ça, je peux vous dire 3 4 c'est mieux. Bah, du coup, on commence tout de suite par la 4. Le constat, nous, qu'on a observé à Paris, mais c'est le constat malheureusement de toute la France et même plus généralement de toute l'Europe, et plus encore, c'est qu'on a effectivement une crise du logement qui est inédite depuis l'après-guerre. Et nous, on a un nombre de logements, ça se traduit par un nombre de demandeurs de logements sociaux qui n'a jamais été aussi élevé. On a plus de 300 000 demandeurs de logements sociaux, ce qui est colossal. Et on a beau avoir énormément... Alors, je vais devoir faire attention parce qu'on est en période de réserve électorale, donc il faut que je sois la plus factuelle possible et que je ne dise pas à quel point la politique de la ville est formidable et ce genre de choses. Donc vous m'excuserez de ne pas être aussi enthousiaste dans mes propos que je voudrais l'être. Mais disons que ça, le fait est que depuis une vingtaine d'années, il y a un effort qui a été fait sur la construction, la production de logements sociaux
mais que cette courbe d'augmentation de nombre de logements sociaux, elle est par ailleurs rattrapée systématiquement par celle du nombre de logements vacants et de résidences secondaires. Et ce qui fait que l'effort qui est réalisé pour permettre aux personnes d'accéder au logement, il est quelque peu réduit de fait par l'augmentation de ce nombre de résidences secondaires et de logements vacants. Je précise parce que souvent on fantasme beaucoup sur qui sont les personnes qui ont des logements vacants. C'est pas principalement les étrangers, les riches américains, comme on peut se l'imaginer. C'est les étrangers, ça doit être 20% de maximum de la part de personnes qui ont des logements vacants et des résidences secondaires à Paris. L'immense majorité, ce sont des gens qui vivent en Île-de-France et même des gens qui vivent à Paris qui ont acheté à Paris à l'époque où c'était pas très cher. Je reviendrai pas en détail là-dessus, mais le problème c'est que on a du coup des logements vides et ces logements vides, effectivement, l'un des enjeux c'est de pouvoir les remettre à la location. Et donc c'est un des éléments de la crise du logement qu'on doit se confronter. Dans ce contexte général-là, il y a aussi les meublés de tourisme. Sachant qu'on sait très bien que les résidences secondaires et les logements vacants sont aussi nourris, s'ils restent comme ça vacants, c'est parce que souvent, il y a aussi du meublé touristique illégal dedans, qui permettent de se faire de l'argent avec ces meublés de touristique. Et donc la ville de Paris a développé depuis une dizaine d'années des mesures qui sont très restrictives et qui permettent plus de fait de faire du Airbnb. Produire voilà, un Airbnb, en tout cas de façon légale, à l'année. Et c'est grâce à cette politique-là que, en dépit du fait que Paris est la première ville touristique la première destination touristique sur des plateformes comme Airbnb, on n'est pas sur une ville qui n'a plus d'habitants. Moi, je suis allée en septembre dernier à Lisbonne et je me suis rendu compte à quel point, entre Airbnb et le mouvement de manière générale de financiarisation de l'immobilier, on a aujourd'hui des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur ville et qui sont éloignés toujours plus loin dans les périphéries avec une augmentation de l'immobilier qui n'a jamais été aussi importante. Ce qui me fait du coup arriver à l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, il va agir sur donc une partie, merci, sur une partie de cet effet de la crise et qui est le montant justement des loyers qui, à cause de cet ensemble-là, d'éléments que j'ai invoqués, est extrêmement haut et n'a jamais été aussi élevé. Et donc, l'encadrement des loyers, il a été mis en place pour justement éviter que l'envolée incontrôlée des loyers. Tout à l'heure, Arthur, vous disiez que le but c'était d'avoir une ville, enfin des appartements à des niveaux qui étaient des niveaux de loyer qui étaient, on va dire, pas trop. Alors, vous n'avez pas dit juste ni abordable, mais en tout cas relativement raisonnable ou quelque chose comme ça. Je serais encore plus critique moi sur l'encadrement des loyers de ce point de vue-là, puisque je dirais qu'il limite tout simplement juste l'explosion. C'est qu'on n'est même pas sur le but d'avoir du logement abordable qui a encore pour le coup, un autre levier. On est sur quelque chose d'encore moins ambitieux si on est critique là-dessus, puisque c'est juste éviter les hausses. Et vous le disiez très bien dans votre mode de calcul, c'est l'encadrement des loyers, c'est la médiane pratiquée plus 20%. Donc, on permet quand même, avec l'encadrement des loyers, d'être 20% au-dessus de ce qui est pratiqué dans le marché sur un secteur, et on permet des augmentations quand même qui peuvent continuer, alors moins importantes que s'il n'y avait pas d'encadrement des loyers, et c'est ça qui est très important, mais ça permet quand même des augmentations. Si je dis ça, c'est pour deux choses. D'abord, pour dire que on n'est pas sur effectivement un dispositif bolchevique, parce que bon, faut savoir que bon, moi je suis une communiste par ailleurs, donc c'est très vite ce qui vient à la bouche dès qu'on met en place des réglementations en matière de logement. C'est quand même quelque chose qui est très à minima, mais on en a extrêmement besoin parce que en cette période de crise du logement, s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, bah, la main invisible du marché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ouh, c'est super, on a plein de gens qui veulent des logements, ça devient un bien hyper précieux, donc je vais pouvoir exploser les prix de façon encore plus importante qu'ils ne sont pratiqués aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir continuer continuer à presser un maximum les locataires. C'est ça ce qui serait passé si on n'avait pas d'encadrement des loyers.
qui, du coup, oblige des propriétaires peu scrupuleux à être un peu plus raisonnables sur leurs ambitions de rentabilité locative. Et du coup, c'est un dispositif qui reste extrêmement important et d'autant plus qu'on traverse une crise du logement sans précédent. Sur la mise en œuvre à Paris, il faut savoir que Paris a une spécificité nous sommes la seule ville à avoir ce qu'on appelle la compétence de signalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que initialement, comme dans toutes les autres villes, c'est le préfet à qui il fallait signaler ce dépassement de loyer éventuel, qui ensuite était maître de la procédure, réalisait les mises en demeure. Et donc la ville de Paris a considéré que bah, finalement, c'était peut-être pas la façon la plus simple d'accéder à ce droit qui est le droit d'avoir un loyer qui n'explose pas et qui soit plafonné. Donc la ville de Paris a demandé la compétence de cette compétence de signalement, c'est-à-dire quand on a un doute sur le montant de son loyer, on peut directement consulter la ville. Et c'est la ville qui ensuite se charge de tout en matière de procédure, en matière de mise en œuvre du respect de ce dispositif. Et par ailleurs, ce dont on s'est aperçu, c'est que bah, c'est quand même relativement efficace d'être aux mains, d'être aux manettes de cette procédure. Les chiffres sont assez clairs là-dessus. On avait à peine 210 exactement dossiers qui avaient été traités par la préfecture en 3 ans de compétences. Depuis que la ville a dit, on va reprendre la main, on va mettre une plateforme un peu comme celle que vous avez présentée tout à l'heure. On va mettre une plateforme en place pour savoir en 2 clics si mon loyer dépasse ou pas les plafonds. Sauf que par ailleurs, on peut, c'est pas juste une plateforme d'information. S'il y a un dépassement, c'est la ville de Paris donc qui va se charger de toute la procédure. Et ça, pour le coup, c'est très important pour des locataires qui souvent sont dans des situations qui peuvent être dans des situations de précarité. Je fais souvent la comparaison entre le contrat de bail et le contrat de travail. Ce sont 2 types de contrats où il y a une forte inégalité du rapport de force et on a très peur de perdre ce contrat. Et donc souvent, même s'il y a des choses illégales qui se font de l'autre côté de la partie contractuelle, on préfère ne rien dire pour ne pas perdre donc soit son travail, soit son logement. Et donc le fait d'avoir la ville de Paris qui s'occupe de tout ça, c'est très rassurant parce que le locataire se dit, ah, c'est la ville qui va s'occuper de ça, le propriétaire va prendre les choses au sérieux, il va pas faire n'importe quoi. Et puis surtout, c'est une plateforme, cette plateforme de signalement, grâce à notre compétence en la matière, qui devient une plateforme d'accès au droit. Parce que comme on s'occupe de tout, qu'il n'y a pas de charge mentale, de charge administrative, je veux bien que vous restiez sur le dispositif, s'il vous plaît. Voilà. Comme il n'y a pas de charge mentale, pas de charge administrative sur cette démarche, il suffit juste de cliquer sur un bouton et on n'a pas à se dire, ah, il faut que je contacte la CDC, comment je vais faire? Est-ce que j'ai besoin d'un avocat ou pas? Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais perdre cette énergie-là alors que souvent, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps pour s'occuper de ce genre de choses. Est-ce que ça vaut la peine? Ben là, ça demande aucun effort. Et le résultat, du coup, c'est que nous, aujourd'hui, on a eu, on a à peu près à 4000 dossiers qui nous ont été signalés. Donc on est quand même sur un ratio qui est considérablement meilleur quand on a effectivement la ville qui décide d'être aux manettes parce que bah, en fait vous êtes maître de l'information que vous allez pouvoir mettre là-dessus, des moyens que vous allez mettre là-dessus. La volonté politique, elle est quand même primordiale pour faire respecter le dispositif. L'inconvénient, et ça il faut le dire tout de suite, c'est que ça demande des moyens. Et nous, on a 5 instructeurs et une responsable qui est dédiée justement à l'instruction de l'encadrement des loyers. C'est du coup des salaires d'agents, c'est de la gestion d'agents quand il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont mutés, etc. Donc c'est une vraie organisation, donc c'est du temps, de l'énergie et des moyens dédiés qui sont d'autant plus importants que nous ne percevons pas le montant des amendes par ailleurs.
Et pour accompagner ce travail-là, la ville, alors que ça devrait être encore une fois le travail juste de l'État, mène des campagnes très régulières d'information. Vous en donnerez des exemples après, pour informer les propriétaires et les locataires que les loyers sont plafonnés à Paris. L'autre slide là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Donc, globalement, je serai très rapide là-dessus. Comment ça se passe? On a la plateforme, on recueille le signalement. Si effectivement il y a un dépassement, on va aller voir, on va discuter ou se mettre en lien avec les propriétaires et dire, bon, bah voilà, vous respectez pas la loi, il va falloir régulariser. Et en général, ça se passe très bien. J'ai plus là les chiffres en tête, je crois qu'ils sont quelque part par là, mais je crois qu'on doit être à 17 amendes maximum depuis le début. Ce qui veut dire que on est sur un dispositif qui marche plutôt bien dans le dialogue et la conciliation. Et ces amendes, elles peuvent aller de 5 000 euros pour les personnes physiques à 15 000 euros pour les personnes morales, en plus de la régularisation. Donc les montants peuvent très vite être élevés. Je veux bien un autre. Voilà, la prochaine, s'il vous plaît, encore. Donc, voilà. Et donc, oui, on peut faire ça. Je vais juste revenir sur la 8 en 2 secondes pour vous montrer un petit peu. On accompagne tout ce travail-là d'information, évidemment. Donc, vous avez là tout à droite un petit support flyer avec toutes les informations qu'on distribue régulièrement et qu'on fait régulièrement des journées portes ouvertes ou des points d'information dans les arrondissements dédiés à l'encadrement des loyers pour discuter avec les habitants et les informer. On fait des salons dédiés, donc on distribue ce flyer-là. Vous avez une grande affiche, la locataire, les loyers sont encadrés à Paris. On a assumé de s'adresser principalement aux locataires pour qu'ils puissent nous signaler des dépassements. Et ça, on va retrouver ce type d'informations dans des énormes panneaux publicitaires de la ville. Donc tout ça participe au succès de notre campagne et au succès du dispositif dans la ville. Alors je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Ça se traduit comment? Donc, je vous disais, un peu moins de 4000 signalements qui ont été faits récemment. On a 80% qui concernent des petites surfaces, et ça, c'est très important. Des T1 et des T2, c'est donc 80%, alors que ça ne représente pas du tout 80%, évidemment, les T1 et les T2 du parc locatif privé. Donc, on a une surreprésentation de ces petites surfaces. Parce qu'évidemment, malheureusement, quand enfin, les personnes qui décident d'être malhonnêtes, ah, vous voyez, c'était bien dit cette amende. Les personnes qui décident d'être malhonnêtes, elles vont bien évidemment cibler celles et ceux qui sont le moins en capacité de répondre, et donc bah, les jeunes sans expérience, les personnes précaires, et donc des gens qui vont avoir tendance à se retrouver dans ces petites surfaces. La surprise, c'est que plus de la moitié de ces logements sont gérés par des agences immobilières, ce qui est un peu surprenant, puisqu'il y a quand même un devoir de diligence professionnel de la part de ces agences. Et donc, on se rend bien compte que elles ne sont pas toujours, voilà, passées par un professionnel ne garantit pas toujours le respect de la loi. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le montant des dépassements et des trop-perçus. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer si on signale son dépassement sur la plateforme parisienne? Le montant moyen des trop-perçus est quand même colossal. C'est 4 351 euros. Donc, c'est potentiellement le montant du chèque que le propriétaire devra vous faire si vous nous contactez, puisque vous avez et que vous avez un dépassement. Donc c'est voilà le montant moyen de dépassement au total perçu. Et le dépassement moyen par mois, c'est-à-dire le montant du loyer qui dépasse le plafonnement tous les mois, il est de 188 euros. Donc si vous faites le calcul, surtout pour des ménages précaires, et sachant que le logement est la première dépense des ménages, quand vous savez qu'en moyenne, vous pouvez avoir plus de 180 euros de baisse de loyer et qu'en plus, on va vous faire un chèque de plus de 4 350 euros, bah oui, on peut dire que c'est une mesure efficace pour contenir les explosions de loyer et efficace aussi pour le pouvoir d'achat, surtout en cette période de crise. Les salaires n'augmentent pas, tout le reste augmente et au moins avoir une garantie sur le loyer, c'est déjà ça de prix. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, 17 amendes prononcées, ce qui est quand même pas énorme et montre qu'on arrive quand même à avoir un dispositif qui fonctionne bien dans le dialogue.
On s'est dit que ce qui pourrait être intéressant au regard des discussions qu'on avait eues, c'est de discuter peut-être aussi des idées reçues autour de ce dispositif et de sa mise en œuvre. Et donc, on est revenu sur les questions que vous nous aviez posées. Est-ce qu'effectivement, on est sur un dispositif efficace ou pas? Certains nous disent que l'encadrement des loyers, ça marche pas. D'autres que, bah oui, mais avec ça, et plus aucun propriétaire ne voudra louer parce que on gagne plus du tout d'argent si, il y a un encadrement des loyers. Euh, Déjà, je reviens vraiment parce que c'est fondamental sur le fait que l'encadrement des loyers aujourd'hui, il permet pas de réduire le montant des loyers. Souvent par provocation, quand certains me disent mais vous vous rendez pas compte avec ce dispositif on n'arrive plus à faire d'argent 20% au-dessus de la moyenne c'est rien du tout parce qu'en plus enfin, oui, bref. Moi je dis mais vous avez juste eu de la chance que je n'ai pas le stylo pour écrire le dispositif parce que si ça avait été moi mais en fait ça n'aurait pas juste limité les hausses, on aurait en plus baissé le montant des loyers et là, vous auriez vu ce que c'est que d'avoir moins de rentabilité. Donc ça, c'est en général les discussions qui peuvent être un peu véhémentes à l'égard enfin en tout cas avec ceux qui sont contre l'encadrement et qui permettent tout de suite, en réalité, derrière ce moment un peu de provocation, d'accepter d'accepter la réalité des choses, à savoir, effectivement, on n'est pas sur un dispositif qui permet de baisser, mais qui limite juste la hausse avec ce dispositif donc, qui permet d'être à 20% au-dessus de la moyenne pratiquée. Ça permet quand même des gains de pouvoir d'achat des locataires et ça c'est quand même très important comme je vous l'ai dit parce que on est dans une situation de crise du logement mais aussi une crise sociale et donc il faut qu'on puisse avoir des dispositifs qui aident les ménages et les locataires et donc avoir des baisses de loyer c'est important. Ce dispositif, il préserve quand même le rendement locatif des propriétaires puisqu'on est sur une moyenne de 4% de rentabilité. C'est quand même plus qu'un livret A. Alors, évidemment, quand on recherche des rentabilités maximales, peut-être que 4% pour certains, c'est pas assez, mais la vérité, c'est que 4%, c'est quand même déjà beaucoup pour la plupart d'entre nous. J'assume de dire que l'encadrement des loyers, peut limiter effectivement à terme, puisqu'on est sur 4% de rentabilité, mais si on ne pourra pas aller au-dessus. Mais j'assume que c'est un dispositif qui prend en compte, qui assume que le logement n'est pas un bien spéculatif comme un autre sur le marché. Le logement, c'est avant tout un droit fondamental. Et donc, oui, ça justifie qu'on ne permette pas tout, qu'on protège les locataires et qu'on limite la rentabilité pratiquée. Et surtout que je pense que la limite, elle n'est pas si folle que ça. L'encadrement des loyers va donc favoriser aussi la mixité sociale puisque on est sur un dispositif qui va permettre à des classes moyennes, surtout, de pouvoir rester dans le parc privé et de ne pas avoir à quitter leur logement et à s'éloigner toujours plus loin de leur lieu de travail, leur lieu de vie, de leur famille, parce que les loyers deviennent trop chers. Et contrairement à ce que on peut dire, il n'y a pas d'effet sur l'offre locative ni sur l'investissement locatif. Et ça, pour le coup, la slide suivante en parle bien. On vous a mis un petit florilège de visuels qu'on avait fait sur les idées reçues qu'on a diffusées, pour le coup là juste sur les réseaux sociaux. Euh, on nous dit parfois, donc le dispositif d'encadrement des loyers contribue à réduire l'offre locative et donc la vérité, et ça c'est vraiment que des vérités factuelles, hein, on sait que l'offre, elle baisse partout en réalité, et quand on fait des comparatifs entre les communes qui ont l'encadrement des loyers et celles qui ne l'ont pas, on voit que la tendance est exactement la même. Donc l'encadrement des loyers ne va pas réduire donc l'offre locative. Euh, sur l'idée reçue numéro 4, l'encadrement des loyers est un frein à l'investissement locatif, c'est ce que je vous disais, on est quand même sur une rentabilité qui est bien plus importante que n'importe quel livret A, donc il s'agirait de ne pas être trop gourmand quand il s'agit de faire la rentabilité sur un bien qui est un droit fondamental, sur un type d'élément qui est quand même vital pour de nombreuses personnes. Et sur l'idée reçue numéro 2 qu'on a choisi de vous mettre aussi, on peut avoir donc comme discours que l'encadrement des loyers ne produit aucun effet. La vérité, c'est que c'est faux déjà parce que vous avez vu le montant des loyers qui peuvent être réduits considérablement et du trop perçu, ce qui montre que déjà ça a un effet direct pour les ménages concernés. Mais surtout,
ce qui est très intéressant, c'est que la simple existence de l'encadrement du loyer dans un territoire, juste le fait que ça existe, ça a un effet sur tous les locataires, en fait, sur tout le parc privé. Donc, je m'explique. Là, les chiffres que je vous ai donnés, les plus de 4 000 euros et les plus de 180 euros, ça concerne les gens qui nous sollicitent, ceux qui sont allés vérifier si effectivement leur loyer dépassait ou pas les plafonds pratiqués en allant sur la plateforme paris.fr. Mais il s'avère que on a calculé, en l'occurrence c'est une étude de l'APUR, l'Agence parisienne de l'urbanisme, qui a pu calculer que la simple existence donc, d'encadrement des loyers sur le territoire parisien a permis des hausses d'éviter des hausses de loyers. Sur toute la période, elle est en moyenne de plus de 5%. Et rien que sur la dernière année, alors pas celle-ci, celle d'avant, parce qu'on n'a pas encore les données de celle qui est en cours, on a près de 8% de hausse évitée. Et ça aurait été 9% de hausse évitée si tout le monde avait respecté l'encadrement des loyers. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la dernière année, là, les Parisiennes et les Parisiens, ils ont économisé près de 1 000 euros de hausse de loyer. C'est-à-dire si l'encadrement des loyers n'existait pas, ils auraient payé 1 000 euros de plus par an pour leur appartement. Donc, l'encadrement des loyers, ça marche sur cette limitation de hausse et c'est un effet positif pour l'ensemble des locataires du parc privé. Alors, je vais peut-être. Donc, ça, c'est. Par ailleurs, si vous le souhaitez, on pourra vous communiquer bien évidemment ces études. Donc, là, on peut passer peut-être à la suivante parce que c'est en gros l'étude de Price Hub qui montre que sur des territoires avec encadrement ou sans encadrement, il n'y a pas d'action. Là, c'est une slide qui a vocation à vous montrer que l'encadrement des loyers est un dispositif parmi d'autres pour régler la crise du logement, mais qu'il ne faut pas tout lui faire porter en fait. L'encadrement des loyers, ça a vocation à limiter l'explosion des loyers, mais, et ça c'est important aussi si vous avez des discussions avec des personnes sur la crise du logement. Si on vous dit bah il y a toujours la crise du logement alors qu'il y a l'encadrement des loyers, évidemment, enfin l'encadrement des loyers ça agit sur une des conséquences de cette crise. Ça agit même pas sur la cause, ça agit sur l'explosion des loyers, mais par ailleurs il faut agir sur plein d'autres dimensions, que ce soit sur la régulation du meublé de tourisme, que ce soit sur la production de logements sociaux pour pouvoir loger les personnes issues des classes moyennes et populaires. C'est par ailleurs plus largement des accès au logement même abordables. Il y a des foncières, aujourd'hui on a créé des foncières dédiées à Paris avec du BRS ou avec de la location moins chère dans le marché pour pouvoir justement créer de l'offre locative. En fait, tout ça est à travailler au global. La crise du logement, elle est multifactorielle, donc il faudra plusieurs dispositifs pour répondre à chacun des problèmes auxquels on peut être confronté. Et donc pour terminer sur cette question-là, c'est un dispositif, vous l'avez dit Arthur, qui pour nous est important, qu'il faut pérenniser et qu'il faut même élargir et améliorer. Et c'est le moment où je vais vous parler de l'Alliance pour l'encadrement des loyers. L'Alliance pour l'encadrement des loyers, c'est une alliance très informelle en réalité, qui est née du constat que tous les territoires qui ont mis en place l'encadrement des loyers ont de très bons retours sur ces dispositifs et souhaiteraient du coup que cette expérimentation soit pérennisée, mais qui en même temps ont identifié des trous dans la raquette. Vous évoquiez tout à l'heure le complément de loyer, je vais y revenir, mais le complément de loyer tel qu'il est pratiqué aujourd'hui fait partie des mesures, des failles en tout cas, tel qu'il est conçu, qui permettent de contourner l'encadrement. Et donc, on s'est dit, on va, nous, toutes les collectivités, là, se laisser 6 mois. 3 mois pour collecter un ensemble de données. Donc, pour le coup, à l'initiative pour le coup, de la ville de Paris, on a émis une sorte de questionnaire type pour qu'on ait toutes et tous les mêmes données avec les mêmes questions. Et ensuite, on a tout fusionné et on a fait un gros rapport qui ensuite a été envoyé à la ministre. À l'époque, c'était Valérie Létard. Il faut suivre sur les ministres. Et on a envoyé ce rapport à la ministre, qui est un rapport donc de la Fondation pour le logement et de plus de 70 communes,
qu'on a voulu appeler l'Alliance pour l'encadrement des loyers, et qui donc liste, et ce rapport est en ligne gratuitement, on pourra vous envoyer le lien si vous le souhaitez, et qui liste un ensemble de demandes, donc évidemment la pérennisation, mais aussi plein d'améliorations. On a plein de propositions, et là, c'est juste une partie des propositions qui nous semblent être, on va dire, les plus urgentes, demandées donc non seulement par Paris, mais aussi par la métropole de Lyon et par l'ensemble des membres de l'Alliance, dont la métropole grenobloise fait partie. La première chose, donc je vous le disais, pérenniser l'encadrement des loyers, mais aussi l'élargir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villes, des territoires qui souhaiteraient bénéficier de l'encadrement, mais les critères sont tellement rigides que ces territoires ne peuvent pas en bénéficier. Or, on considère qu'il n'y a pas de meilleur niveau justement que le territoire, la commune par exemple, pour savoir si on a besoin de l'encadrement des loyers ou pas. Et donc, il faut peut-être un peu décentraliser les choses et laisser les territoires décider de ce qui est le mieux pour eux. Et en cette période de campagne municipale, c'est peut-être justement le moment d'imposer ce sujet dans les campagnes et de voir ce que veulent les habitantes et les habitants. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, ça ne mange pas de pain de permettre aux communes de proposer ce type de dispositif, parce que effectivement, enfin, vous avez ensuite les urnes qui vous disent si ça a été une bonne idée ou une mauvaise idée de le mettre en place. Surtout, on a ce problème du complément de loyer. Alors, le complément de loyer, c'est normalement donc un dépassement, je vais le dire de façon très peu rigoureuse, mais pour faire passer l'idée principale. Vous avez votre loyer et vous pouvez aller au-delà, donc dépasser le montant du loyer dans ce que vous allez recevoir tous les mois en tant que propriétaire, parce que votre bien a une caractéristique exceptionnelle. C'est ça, normalement, la définition du complément de loyer, c'est une caractéristique exceptionnelle. Problème, vous n'avez que 3 mois pour agir après la signature du bail, même pas après l'arrivée dans l'appartement, hein, après la signature du bail. Donc, si vous n'êtes pas hyper spécialisé sur les questions de logement, déjà, vous ne faites même pas la différence entre le complément de loyer et votre loyer, parce que pour vous, c'est ce que vous allez sortir de votre compte en banque à la fin du mois. Donc, faire la distinction entre est-ce que c'est des charges et machin, en fait, vous n'en savez rien, vous pensez juste que c'est un détail de calcul de votre loyer. Donc, si déjà vous vous en rendez compte et que vous vous dites ah bah zut, j'ai un complément de loyer qui est illégal, bah, le temps que vous en rendiez compte, les délais de 3 mois pour agir, il est dépassé, et donc vous pouvez avoir un complément de loyer illégal sur lequel vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que nous, on voit à Paris. On a des propriétaires qui disent ah bah voilà, 200 € de dépassement parce qu'il y a une machine à laver que je vous ai laissée dans l'appartement, ou parce qu'il y a un métro à moins de 5 minutes, alors que c'est plutôt plus de 5 minutes qui surprendrait les gens à Paris. Et on a même vu à Bayonne des déplacements de 250 € parce qu'il y avait un accès à 2 planches de surf en mousse, premier prix chez Decathlon. Bon, on a vraiment du grand délire, et même si c'est illégal, on peut rien faire. Donc il faut impérativement agir sur ce délai pour permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Et ensuite, il y a un ensemble d'autres mesures sur lesquelles je reviendrai pas tout de suite parce que je vois que le temps passe vite, mais voilà, sur notamment les cartes grises du logement pour inverser la charge de la preuve, ou agir sur le co-living, et c'est la dernière slide. Le co-living, vous avez peut-être entendu parler en général quand vous avez des mots comme ça anglais en ing pour parler d'un produit, c'est souvent qu'il y a une grosse banane derrière. Et en gros, c'est proposer des sortes de colocations forcées, mais qui ne sont pas présentées comme telles. Donc en fait, vous allez payer une chambre et puis un appartement, mais cette chambre, vous allez la payer au prix d'un 2 ou 3 pièces. Dans cette chambre, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de salon, et en fait, on va vous présenter ça comme un truc hyper positif. Votre cuisine et votre salon, en fait, devient un lieu de convivialité partagé avec plein de gens. Et ça, c'est la façon dont on vous présente le co-living pour vous faire payer effectivement cette chambre au prix d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces. Moi, j'ai vu passer des annonces de 22 mètres carrés à 1850 € en co-living. Donc, ce phénomène risque d'exploser parce que les gens qui veulent développer le co-living, en fait, ils se disent c'est le rêve, parce que le co-living, c'est soit avec un bail mobilité qu'on le fait, soit avec des résidences-services. Et dans les deux cas,
je ne respecte pas les protections bail 89 des locataires et je ne respecte pas l'encadrement des loyers. Donc, ça me permet d'avoir une rentabilité maximale. Et avec la crise du bureau qu'on va traverser, moi, je vais aller voir les collectivités, je vais leur dire, j'ai une super solution pour vous. Ces bureaux vides, on va les transformer en co-living et ça va répondre à des besoins de jeunes actifs, d'étudiants, comme si les jeunes actifs et les étudiants, ils avaient autant d'argent à mettre dans une chambre à laquelle on a retiré la cuisine et le salon en le présentant comme une super innovation sociale, alors que c'est une régression terrible dans la précarité et dans l'augmentation de dépenses des personnes sur leur logement. Et je vais m'arrêter là, du coup, parce que sinon je vais être beaucoup trop longue, je le suis déjà beaucoup trop. Merci beaucoup, Barbara. Oui, on va arriver au terme du délai qu'on s'est donné. On peut quand même prendre une ou deux réactions si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main ou à mettre quelque chose dans le Q&R. Moi, j'avais une question quand même qui me vient en vous entendant, c'est que l'encadrement des loyers plus votre action sur le co-living fait que normalement les colocations étudiantes vont être obligées de passer par des baux traditionnels de loi 89 et donc vont se retrouver encadrés par ce plafonnement des loyers. Et donc C'est le but. ça Mm. pourrait aboutir à une remise à niveau des colocations étudiantes à des prix normaux, c'est-à-dire qu'ils font, quand on additionne 3 chambres, le prix d'un loyer normal et pas le double d'un loyer normal. C'est quelque chose que vous pensez pouvoir Oui, voir bah aboutir? forcément. Forcément. Après, nous, on n'a pas ce qui nous est remonté, il n'y a pas une surreprésentation des colocations dans les difficultés ou les fraudes ou les inégalités sur les baux de manière générale. On n'a pas de surreprésentation des colocations. Je précise hein, que les colocations, normalement, l'encadrement des loyers, ça s'applique aux colocataires. Mais effectivement, avoir un encadrement des loyers plus une interdiction du co-living, ça permet de fait de contraindre davantage effectivement les opérateurs qui souhaiteraient faire de la colocation sans respecter les droits des locataires et notamment l'encadrement des loyers. J'ai deux autres questions qui sont apparues. Est-ce que les agences immobilières pourraient être engagées et responsabilisées sur le sujet, et notamment dans un rôle d'information du loyer max? Donc, je crois que c'est déjà en partie le cas, Mm. vous allez y répondre. Et deuxième question, je vous la donne aussi. Est-ce que vous avez des chiffres sur le complément de loyer? Alors, sur la responsabilité des acteurs, je vais être extrêmement rapide, mais en gros, le gros problème, c'est que déjà, il n'y a pas de. Bon, le problème de manière générale, c'est que l'État est très désinvesti de l'encadrement des loyers. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, si les communes et les métropoles ne s'investissent pas, en fait, le dispositif marche moins bien qu'il n'aurait pu fonctionner s'il y avait une vraie volonté politique. Et parmi les investissements, c'est les contrôles sur les agences immobilières qui sont surtout surtout réalisés sur les ventes et beaucoup moins sur les locations. Et donc, on passe entre les gouttes, entre les mailles du filet, des dépassements de loyers pratiqués par les agences. Mais normalement, en tant que professionnel, le devoir de diligence de ces agences, c'est d'informer sur le complément de loyer. Et donc, le fait qu'on ait plus de 50% de ces agences qui ne respectent pas la réglementation est assez surprenante et il faudrait du coup davantage de contrôle pour les impliquer davantage. Euh, Vous aviez dit quoi aussi sur ces agences? J'ai oublié il y avait elle était en deux parties votre question. Sont des professionnels qui doivent respecter la législation, mais non, ça c'est vous qui l'avez, c'est Pauline qui répondait, pardon. Est-ce que les agences immobilières pourraient être engagées, responsabilisées dans le contrôle Ah oui, d'information, dans le rôle d'information sur le loyer maximum? donc voilà, donc Pardon. ça c'est pour répondre en partie à cette question-là. Je pense que sans contrôle, il n'y a pas de responsabilisation malheureusement. Donc il faut renforcer ces contrôles. Mais on pense pas assez, et c'est une des propositions de l'Alliance pour l'encadrement des loyers, c'est de responsabiliser aussi les intermédiaires, et notamment les plateformes du type Le Bon Coin, particulier à particulier, Se Loger, qu'on connaît très très bien. Il s'avère que sur ces plateformes, l'encadrement des loyers n'est pas toujours respecté. Or, ce sont elles disent oui, moi je suis que hébergeur, j'ai pas de responsabilité vis-à-vis des annonces, mais il faudrait quand même qu'elles respectent, enfin, les annonces qui sont publiées par ces plateformes qui font de l'argent avec ces annonces respectent un minimum le droit. Et donc, il est impératif de responsabiliser ces plateformes parce que, par exemple, sur Le Bon Coin, vous avez une chance sur deux de vous faire arnaquer si vous allez sur cette plateforme pour trouver un logement. Parce que plus de 50% des annonces dépassent l'encadrement des loyers. Donc, il y a les agences,
mais il y a aussi des nouveaux intermédiaires sur lesquels, voilà, utilisés par tout le monde pour trouver un bien, qui sont ces plateformes, ces nouveaux intermédiaires, et il faut les responsabiliser davantage. Ok, et je vais prendre une dernière question et pour le reste, je vous inviterai à nous écrire à Toi pour tous par mail sur la boîte contact pour vos questions non traitées aujourd'hui, puis on verra comment poursuivre le débat et notamment aussi potentiellement dans la matinée du 27 novembre à l'IEP. Dernière question, comment puis-je faire pour convaincre la préfecture d'intégrer toute la commune dans la zone d'encadrement? Donc je suppose pour une commune qui serait pour l'instant que partiellement concernée. Bah, Est-ce que ça vous avez une idée? dépend. Alors maintenant, le dispositif étant expérimental, c'est terminé pour bénéficier de cette expérimentation. Donc on ne peut plus demander à bénéficier de l'encadrement des loyers. Il me semble que les candidatures sont fermées pour l'instant. Donc il faut d'abord qu'on obtienne la pérennisation. Et ensuite, dans cette pérennisation, il faut voir comme si la commune respecte les critères nécessaires pour bénéficier de l'encadrement. Et ces critères, bah justement, nous, notre but, c'est qu'il y en ait le moins possible et que ce soit juste à la volonté des communes. Donc ça va dépendre, là encore, de ce que le législateur va décider. Et on a tout intérêt, justement, à responsabiliser, enfin à dire que c'est pas à l'État de décider si une commune a le droit de bénéficier ou pas de l'encadrement, et que si on le demande, on peut l'obtenir, et donc imposer de cette façon-là au préfet de faire son travail sur l'encadrement des loyers qui a été installé. Merci beaucoup. Je vais forcément frustrer plein de monde parce qu'il y a plein de réactions et de questions, mais on arrive déjà au terme. On avait commencé à 35, donc je me suis autorisé à aller jusqu'à 35. Comme je l'admime, j'ai le droit à la parole pour finir. Moi, j'insiste un petit peu sur la spécificité de Paris, où on voit que les Mm. résultats sont notamment liés au fait qu'il y a une plateforme volontariste qui a été mise par la ville pour aller accompagner cet accès au droit. Et donc, ça peut être une des questions qu'on peut se poser sur notre Mm. territoire grenoblois. Il y a le premier étage de la fusée qui est là, avec l'expérimentation, l'arrêté préfectoral et qui renvoie les gens vers des interpellations de la commission départementale de conciliation, voire le juge. Est-ce qu'il faut mettre en place de manière plus poussée des équipes pour les aider à le faire? Est-ce qu'il faut les laisser faire? Ça peut être des choses qui sont en débat, au-delà des choses qui vont se passer au niveau national, qui vont être dans le texte de loi et les discussions sur lesquelles Barbara nous a montré tout ce que portaient les villes qui étaient actuellement en action pour essayer de voir quelques petits changements intéressants dans de cette loi qui pourrait normalement prolonger cet encadrement des loyers. Je vous remercie beaucoup, Barbara, pour votre intervention et votre clarté. Et puis, j'espère que vous avez tous passé un bon moment et vous pouvez tous retrouver le webinaire en streaming sur notre site dès demain et le partager avec tous ceux qui peuvent en avoir besoin pour réfléchir à ces démarches d'encadrement des loyers sur leur territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.